Plus ça brille et plus je perds en bourse. Et pour quelle raison? Pourquoi? En réalité, vous allez voir, c'est un réflexe humain que l'on appelle le biais du survivant et il s'applique à plein pot en bourse. Et dans cet article vidéo, je vais vous présenter deux études qui ont été faites sur les avions parce que dans la team, on a Nico qui construit son propre avion en bois dans son garage. Je sais, les gens le prennent un peu pour un fou, mais dans la communauté, on est tous un petit peu comme ça. Et donc, il m'a il m'a envoyé un petit bout d'article avec deux études qui ont été publiées sur les avions. Et j'ai fait un parallèle avec la bourse et vous allez voir que c'est saisissant de vérité, saisissant de réalité. Et puis, on va partir là-dessus et vous comprendrez où est-ce que je veux en venir. Pourquoi est-ce qu'on se fait tous bloquer et avoir par le biais du survivant, que ce soit en bourse ou dans n'importe quelle autre thématique de la vie. Et ces deux petites études là où elles sont vraiment très 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 parlantes et elles mettent le doigt sur sur deux réflexes que l'on a tous, moi le premier, et qui nous font tomber dans le piège du biais du survivant. Allez, c'est parti. Donc, dernièrement, Nicolas, avec qui je travaille, m'a annoncé qu'il se lançait dans un grand projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. 2020 serait l'année où il commencerait à construire son avion. Oui, oui, Cédric, un vrai, où on peut monter dedans, voler avec et voyager à 4 à travers la France et l'Europe. Moi, je me suis dit, ok, il est devenu fou. Et je lui ai répondu, parce que moi, j'aime pas trop l'avion, même si j'habite à l'île Maurice et que je voyage beaucoup, c'est pas mon truc. Donc, je lui ai répondu, et ouais, t'es sûr que tu vas pas te cracher avec? Et j'ai complété que, voilà, s'il y a des parachutes dedans, ce serait pas une mauvaise idée, même si j'ai jamais fait de parachute, je me sentirais un petit peu plus à l'aise. Et du coup, Nico, il s'est marré et il m'a écrit ce petit bout d'article que je vais vous lire. C'était une sorte de clin d'œil. Donc, il m'a envoyé deux études. Étude numéro un, c'est une étude qui porte sur les sauts en parachute. Donc ils ont pris 92 passagers et ils leur ont proposé pour la moitié de sauter avec un parachute et pour l'autre moitié de sauter sans parachute. Donc là, vous avez le résultat de cette étude. Donc je ne vais pas vous lire le tableau qui est qui est un petit peu corporate et un petit peu rébarbatif, mais la conclusion de l'étude, c'est que sauter d'un avion sans parachute n'est pas plus dangereux qu'avec un parachute. Le parachute réduit de 0% les blessures par rapport aux passagers qui sautent sans parachute. Et donc je vous ai carrément mis le lien de cette étude, hein, c'est quelque chose de très sérieux, d'officiel. Donc là, pour le coup, on peut se dire, ok, bon, c'est quoi le trick? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Moi aussi, je veux sauter d'un avion sans parachute et avoir autant de chances de survivre que quelqu'un qui a un parachute. Eh bien, vous allez mieux comprendre dans quelles conditions cette étude a été faite, hein. Donc là, petite photo d'illustration de la recherche qui est très sérieuse. Donc effectivement, ils ont fait sauter les passagers d'un avion avec un parachute et sans parachute. Voilà, l'avion était au sol. Donc, qu'est-ce que cette étude veut nous dire? Là, vous allez rigoler, vous allez dire, non mais Cédric, c'est quoi ce truc là? C'est ridicule. Eh bien non, c'est pas du tout ridicule. On est actuellement dans l'ère de la fake news et il est devenu ultra important d'aller vérifier les sources d'informations et comment ces informations sont traitées. Parce que cette étude, si on n'est pas, si on ne comprend pas le contexte, on se dit ok, bon bah moi je vais sauter d'un avion sans parachute. Si on va pas voir plus loin que le bout de son nez, qu'on comprend pas quels sont les réels dangers, on saute d'un avion sans parachute. Et croyez-moi, il y a énormément, là pour nous ça nous semble logique de ne pas sauter d'un avion sans parachute, mais il y a énormément de thématiques de la vie où on ne voit pas les risques. Et du coup, on a des études qui sont officielles, qui sont menées par des instituts qui sont sérieux, qui mènent à une conclusion qui nous met en danger, sauf que nous, si on ne connaît pas le contexte et la réalité de ce danger, eh bien on y va et on fonce tête baissée. Donc ça, c'est la première petite étude qui... Voilà, pour moi, c'était très important de mettre en avant cette étude parce que ça montre à quel point on est dans une ère où toute l'information est là sur Internet. Et le problème, c'est qu'il y a tout et son contraire et qu'on est
littéralement immergé d'informations contradictoires et on ne sait pas retrouver eh bien, la réalité, les bonnes informations des mauvaises informations. Deuxième étude qui, celle-là, est beaucoup plus intéressante, à mon sens beaucoup plus marrante, parce que vous allez voir que ce sont des chercheurs qui ont fait cette erreur, et cette erreur, elle est systématique, elle est faite tout le temps, parce que c'est un réflexe contre-intuitif chez l'homme. Donc, vous connaissez peut-être hein, cette histoire hein, qui date de la Seconde Guerre mondiale. On a des avions qui sont criblés de balles et qui survivent. Donc, c'était en 1942. Donc je vais vous lire pour être un petit peu plus clair dans mes propos. Donc ce même problème de trouver la bonne information s'est posé en 1942 en Angleterre pendant le conflit avec l'Allemagne qui faisait rage. Les sous-marins nazis coulaient tout ce qui naviguait et ravitaillaient l'Angleterre. La seule possibilité de survie était de maintenir la suprématie aérienne. Mais ce n'était vraiment pas gagné. Un jeune ingénieur aéronautique de la Royal Air Force venait de recevoir un rapport inquiétant. 50% des bombardiers ne rentraient plus après chaque mission. Il fallait donc identifier et trouver une solution, à savoir améliorer rapidement les avions pour sauver les pilotes dans cette guerre. Alors il se mit à chercher l'information à la source qui sauverait ses pilotes et il la trouva. Les avions qui rentraient recevaient en moyenne des impacts sur ces zones-là. Donc là vous voyez sur l'image que je vous montre une image d'avion avec plein de petits points rouges. Donc c'est là où eh bien, les bombardiers qui rentrent sains et saufs se sont fait canarder. Donc, le réflexe hein, de ces ingénieurs, de ces chercheurs, de ces têtes d'ampoule, hein, c'était eh bien, le blindage. Il faut blinder les avions pour que tous ces impacts de balles eh bien, ne fassent plus de mal à l'avion. Sauf que si vous blindez un avion complet, l'avion il décolle plus, il vole plus. Donc ils se sont dit, très bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va blinder l'avion au niveau des impacts de balles. Parce que sur ces zones, c'est là où l'avion il se prend tout dans la tronche, donc on blinde et comme ça, eh bien, l'avion il rentrera sain et sauf sans impact de balle. Donc alors, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il est fort probable, puisque c'est un réflexe, hein, eh bien que l'on ait eu cette même idée hein, de blinder là où il y a les impacts de balles. Alors je reprends la lecture. Voilà, la conclusion de ce premier essai, hein, c'est que ce fut une véritable catastrophe. Les avions blindés rentraient encore moins nombreux que les avions qui n'avaient pas encore été blindés. Alors pourquoi? Parce que l'information avait été mal interprétée. Donc là, ils avaient une bonne information, ils avaient des avions qui rentraient sains et saufs avec des impacts de balles, sauf qu'ils ont retraité cette information et l'ont interprétée d'une mauvaise manière. Bien que plus résistants aux impacts, les avions étaient devenus plus lourds, moins rapides, moins manœuvrants et avaient du coup encaissé encore plus de tirs. 80% du temps, nous regardons au mauvais endroit. Et là, vous allez voir en fait ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire revenir plus d'avions. Et là où je veux en venir avec ce raisonnement du biais du survivant. Le jeune ingénieur a repris tout à zéro. Il se dit, effectivement, il y a des trous dans les avions qui rentrent, mais ils volent encore et ils reviennent. Ils peuvent donc encaisser des impacts à ces endroits-là et voler quand même. La solution à ce problème aurait été d'avoir un avion craché sous la main pour l'étudier, pour comprendre où il a été touché et trouver ses faiblesses. Mais un avion craché, eh bien ça ne rentre pas à la base. Pourtant, l'information était là, sous ses yeux, avec la répartition des impacts de tir. D'un coup, il comprit où était la solution et comment interpréter l'information. Il fallait regarder l'endroit où les avions survivants n'avaient justement pas été touchés. Si ces zones étaient intactes sur l'avion, eh bien l'avion rentrait. Si ces zones intactes étaient là où il fallait regarder. Donc au final, le chercheur a été
attiré par tout ce qui brille, par les impacts de balles en l'occurrence, mais à aucun moment il s'est posé des questions sur tout ce qui ne brille pas, c'est-à-dire tout ce qui était intact. Il n'a été rechercher l'information que sur les survivants et il les a analysés. Il n'a pas été chercher l'information ou il s'est pas posé de questions sur les échecs, sur les avions qui se sont crashés parce qu'il n'en avait pas sous les yeux. Du coup, il ne s'est pas posé de questions par rapport à ces avions. Donc c'est seulement dans un second temps, suite à l'échec de sa première analyse et de son premier test, qu'il est allé regarder au-delà du billet du survivant. Donc je reprends la lecture. Ces zones intactes étaient là où il fallait regarder. Car quand elles étaient touchées, l'impact était vraisemblablement fatal, car aucun des avions rentrés n'était touché sur ces points. Quand les trous dans les avions survivants indiquaient en fait de ne pas rajouter de blindage, l'absence de trous indiquait où en rajouter. Donc là, vous avez une photo de l'avion, les avions qui rentraient, et où est-ce qu'ils ont appliqué le blindage. Donc du coup, ils ont mis du blindage partout, vous voyez les zones en bleu, partout où l'avion n'avait pas été touché. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à augmenter eh bien, le taux d'avions bombardiers qui revenaient sains et saufs. Donc on va en arriver au biais du survivant, hein, qui est eh bien, le sujet un petit peu de cet article vidéo. Le biais du survivant, de petits points, être attiré au mauvais endroit par ce qui brille. Le biais du survivant, expliqué simplement, c'est créer un raisonnement en concentrant toute notre attention sur un individu qui a réussi quelque chose. En l'occurrence, là, c'était l'avion, mais ça peut être très bien un spéculateur, un investisseur en bourse. Et cela tout en omettant les raisons de l'échec des autres avions ou des autres intervenants en bourse. On obtient donc une seule partie de la vérité et du coup le raisonnement n'est jamais bon. Le biais du survivant nous pousse donc à occulter les données invisibles pour ne conserver que celles que l'on voit. C'est en se concentrant sur la partie immergée de l'iceberg que l'on en apprend beaucoup plus sur la partie visible, hein, comme le montre cette petite image. Donc, on va arriver un petit peu avec le parallèle que je fais avec la bourse. En bourse, 95% des spéculateurs font ces deux erreurs. La première erreur, hein, qui est l'erreur de l'étude numéro 1, à savoir sauter sans parachute en pensant qu'on va survivre, eh bien certains investisseurs passent leur vie entière à la recherche du Graal en bourse. Hein. Vous savez, la fameuse stratégie qui leur assurera des performances époustouflantes année après année, et cela avec un taux de réussite de plus de 90%. Cela revient à sauter d'un avion sans parachute parce que l'on a lu une étude dont rien ne marche en conditions de vol réelles. Ça marche sur le papier, mais ça ne marche jamais en conditions réelles. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, hein, qui émane de l'étude numéro 2, analyser les gagnants du loto en bourse. Donc on analyse seulement ceux qui ont raflé la mise, en omettant complètement ceux qui, en suivant la même stratégie, eh bien, ont foncé droit dans le mur. Donc en analysant les parcours des boursicoteurs qui ont enregistré à un moment donné un résultat hors du commun, on cherche à les imiter. C'est logique, c'est normal, c'est naturel. On fait l'erreur de ne pas analyser tous les autres qui ont suivi la même approche, mais qui ont vidé leur compte de bourse. On est exactement dans l'erreur du billet du survivant. On crée un raisonnement et une stratégie boursière en ne se focalisant que sur les succès de certains et en omettant les raisons des échecs des autres. Dans l'ère de la fake news, l'idée, ça va être de récupérer la bonne information qui, à mon sens, hein, c'est la clé de tout. Avoir les bonnes infos, vous faites la différence. Alors moi, personnellement, ça fait plus de 15 ans que je spécule et que j'investis en bourse. À mes débuts, il était très compliqué de trouver des informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, car Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait très peu de partage sur la toile. J'ai donc dû confronter toutes mes idées, toutes mes théories directement au marché financier. Donc cette pratique au jour le jour m'a permis de créer un écosystème boursier solide. Et nous sommes maintenant entrés dans une ère où nous sommes littéralement submergés d'informations. C'est une orgie d'informations. Faites une recherche Google et vous trouverez tout et son contraire. Le problème, c'est comment se forger une opinion quand on nous propose un déluge d'informations contradictoires. Certains vous disent qu'il faut faire du day trading sur le forex. D'autres vous disent de fuir ce piège. Certains ne jurent que par l'investissement dans les actions à dividendes. D'autres vous mettent en garde du risque réel de cette approche.
Cette ère de la fake news nous fait passer au mieux pour une girouette, parce qu'on va toujours dans un sens, puis après on entend que l'autre sens est mieux, du coup on change de sens. Et au pire, eh bien, ce déluge d'informations nous paralyse et nous empêche tout simplement d'investir en bourse. Donc l'idée, un petit peu là où je veux en venir, c'est arrêtez de perdre votre temps. Accédez directement à un écosystème boursier qui soit solide, qui a été testé, expérimenté, bien en dehors de cette ère de la fake news. Il y a 4 ans, j'ai commencé à enseigner ma méthode LSL, le spéculateur libre, dans mon école. C'était un programme sur une année complète. Et cette méthode est la synthèse de plus de 15 ans de trading, d'investissement, de spéculation, où je n'ai gardé que ce qui marche en spéculation et en investissement. Cette méthode a formé de nombreux élèves, on est à la 4e session et on a plusieurs centaines de témoignages. Donc aujourd'hui, j'ai fait évoluer sur son format, le format de l'école qui était sur un an, je l'ai fait évoluer sur un encadrement qui est beaucoup plus dense et efficient en seulement 4 mois. Donc en 4 mois, vous avez la possibilité d'avoir tout cet enseignement qui est condensé dans ce que j'ai appelé le fast track. Le fast track, c'est la voie rapide, c'est comme à l'aéroport. Vous avez la voie classe éco et la voie fast track pour les business class où vous passez devant tout le monde, vous allez beaucoup plus vite, vous accédez directement à la bonne information, aux bonnes logiques, aux études qui supportent toutes ces logiques, aux résultats, un enseignement qui va chercher la bonne information à la source et ça fait économiser un temps qui est fou. Donc pour résumer en 3 points, le fast track c'est la bonne information. Donc chaque élément de la méthode est supporté par des études statistiques éprouvées. Pas comme celle du parachute qui vous dit vas-y saute, c'est bon, sans parachute tu vas survivre. Deuxième chose, c'est de l'information qui est rapide entre guillemets. Pourquoi ? Parce que le programme est compacté pour être opérationnel en moins de 4 mois. C'est pas le petit Robert de la bourse où je vais vous parler de tout et de n'importe quoi à partir du moment où c'est en rapport avec les marchés financiers. Non, on va directement dans des systèmes pratiques que l'on implémente et qui donnent des résultats. Troisième chose, l'information est dirigée. Ça fait 4 ans que j'enseigne et que j'améliore mon enseignement, la pédagogie, les cours. Vous êtes donc dans le fast track accompagné et encadré par mes soins, cela afin de vous rendre rentable le plus rapidement possible. Donc actuellement, on est en pleine tempête boursière, on est en plein confinement, au confinement du coronavirus, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, vous avez du temps. Vous avez une opportunité hors du commun, celle qu'un nouveau bull market ou tout simplement une grosse consolidation avec derrière des opportunités qui se révèlent et bien se mettent en place. Vous savez, en bourse, les meilleurs moments pour intervenir, c'est toujours après les crises. Donc une crise se met en place, là on est en pleine crise, tout le monde pense que c'est la fin du monde, qu'on va rentrer dans un marché baissier ahurissant, etc. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux si c'est le cas. Si on rentre dans un marché baissier, ça veut dire que le plus fort sera ce marché baissier et le plus d'opportunités et le plus féroce sera le marché haussier derrière. Et si vous êtes prêt à agir, à investir, à spéculer, à saisir ces opportunités sur le prochain marché haussier, et il peut arriver très bien dans 3 semaines comme dans 3 mois, ou même dans 12 mois, à partir du moment où vous êtes prêt, vous avez les systèmes en place, et que ces systèmes ne réclament que très peu d'énergie, c'est là où vous allez faire la différence. Et 95% des boursicoteurs, eux, ils se font rincer émotionnellement et leur patrimoine pendant les marchés baissiers. Et du coup, quand le nouveau marché haussier arrive, ils veulent plus entendre parler de la bourse. Là, l'idée, c'est que vous avez du temps pendant le confinement, vous avez des systèmes que je vous explique qui prennent pas énormément de temps à mettre en place. Ce qui prend du temps, c'est à se former, à les mettre en place, mais une fois pour les maintenir, c'est très rapide, c'est quelques minutes par jour ou voire quelques minutes par mois ou par an en fonction de ce que vous allez choisir de mettre en place dans votre écosystème d'investissement en bourse. Donc, comme on est dans une situation exceptionnelle et hors norme, j'ai décidé de réouvrir le fast track jusqu'à la fin du confinement. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur la page qui vous propose le fast track. Le fast track, je vous l'ai dit, c'est mon meilleur programme d'accompagnement en bourse. Il reste ouvert. Donc là, on est à 7 jours de l'annonce officielle de la fin du confinement.
Donc jusqu'à l'annonce de la fin du confinement, vous pouvez me rejoindre dans ce programme. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, je vous souhaite un excellent confinement et surtout ne tombez pas dans le piège du billet du survivant. C'était le message le plus important de cet article vidéo.